Salut et bienvenue sur la chaîne Papette Comics. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va parler de ça, l'œil de daim. Chez Bliss Edition. Donc l'œil de daim, c'est 168 pages pour à peu près 25 €. Il est sorti en février 2024 chez Bliss Edition, juste ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette édition? Belle édition, Doron, aux antipodes de ce que des fois peut faire Bliss. Après c'est très différent. Si je vous prends par exemple une intégrale, allez au hasard, Shadowman, pour comparer de format, c'est ça. Là vous avez Shadowman, là vous avez l'œil de daim. Vous avez remarqué que là, le livre est un peu plus grand. Donc ça se voit que c'est pas du tout la même qualité d'édition. On a un vernis sélectif. On a un beau dos, comme je vous l'avais dit, rond. Et voilà, donc c'est un peu plus grand qu'un format comics. Je pense qu'on pourrait même le mettre dans un format intégral BD directement. Ça fait partie de la stratégie, la nouvelle stratégie des éditeurs. Une stratégie qui perdure, parce que Urban mettait déjà des comics indépendants dans le rayon franco-belge. Je pense que là, c'est la même stratégie. Pardon, je suis un peu malade, j'ai un truc qui traîne depuis une semaine là, et du coup, voilà, mais je vais mener la vidéo à bien, vous inquiétez pas. Donc, sorti en février 2024, au scénario Joshua Dysart, au dessin Thomas Giorello, qu'on avait déjà trouvé sur King Conan Colossal, et aux couleurs, on a Diego Rodriguez. Donc je peux vous dire que le travail sur les couleurs, il est vraiment admirable, parce qu'on a l'impression que c'est très clair sa manière de coloriser. Je trouve ça très beau. Après le dessin de Giorello, il est très particulier. Après moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est super beau. Donc c'est quoi cette édition? Parce que d'habitude chez Bliss on est plutôt habitué à du Valiant, ou à des récits comme la saga du Dragon T ou Cosmo Knight. Donc pourquoi l'œil de daim? L'œil de daim, en fait, pour y revenir, ça vient des éditions Bad ID. Le truc des éditions Bad ID, c'est énormément de gens qui étaient chez Valiant, dont l'ancien PDG de chez Valiant qui avait participé au renouveau à partir de 2012, qui est parti avec quelques auteurs, notamment Matt Kindt aussi qui a travaillé pour lui. Et donc Bad ID, l'idée aux États-Unis, c'était de sortir juste des issues comme ça, dans des magasins spécialisés, dans une cinquantaine de magasins spécialisés pour commencer, avec pas d'autres variantes, pas de web ni tout ça. Vous avez un comics avec une seule couverture et vous les prenez. C'était ce qu'on appelait le pari de la décroissance. Ça a commencé en 2020. Et ça a pris un peu plus d'ampleur, parce que bon, ça partait vraiment de quelque chose sur des histoires complètes, dont on n'aurait pas l'habitude, qu'on n'aurait pas l'habitude d'avoir. Et finalement, petit à petit, ça s'est développé, et finalement, la première itération, donc ça s'est exporté en Lituanie, en France et en Espagne, et c'est pour ça que Florent Desgletagne, le chef de Bliss, a pu négocier donc pour ce livre. Alors ça c'était complètement inédit parce que c'est même pas passé par un Ulule, ça a juste été annoncé, et il avait annoncé à un pote durant un festival. J'ai un de mes potes, la Solstafir, le hardcover sur Instagram, qui lui avait parlé, il avait dit oui, il y a des choses Bad ID qui vont sortir. Et donc là, l'œil de daim, c'est à peu près 5 ou 6 issues, pas beaucoup. En plus j'ai vu les versions originales sur le net, elles sont pas hyper chères quoi. Je suis tombé sur une annonce eBay qui était déjà terminée, et ça valait quoi, 20 $. Donc bon, belle surprise par rapport à chez Bliss, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc voilà, on va commencer à parler un peu de l'histoire. C'est quoi l'œil de daim? Qu'est-ce qui s'y passe? Quel est le début de l'histoire? Donc l'œil de daim, l'histoire elle est à peu près en 6 versets. Les contes on les a en proto-germanique. Il s'agit d'une petite fille, une fille de fermier qui s'appelle Solveig, et qui un jour commence à avoir des visions d'Odin. D'Odin qui essaie de lui parler et qui lui vomit un arc-en-ciel. Alors elle n'a pas tout compris, et moi j'avoue que si on vomissait dessus, si on vomissait un arc-en-ciel dessus, je comprendrais pas tout non plus. Et donc à la suite de ce rêve, elle sort dans une frénésie où en fait elle bolosse ses parents, elle arrache même une mèche à son père et tout ça, elle est dans un état, on n'arrive pas à la retenir quoi. Puis au fur et à mesure elle se calme, et après elle parle à ses parents de ses visions. Et ces visions finalement, on en entend parler dans le village, et dans le village, le chef du village va envoyer à cette famille de fermiers une prêtresse qui s'appelle Véleda et un des guerriers.
Donc il faut savoir que Velleda, c'est pas tout à fait gratuit, parce que Velleda, c'était une prêtresse vierge de la tribu des Bructères, une tribu tribu germanique du temps de la Rome antique, qui avait déjà joué le rôle d'intermédiaire entre certaines tribus germaniques et certaines tribus romaines. D'ailleurs, vous connaissez, si vous avez vu la série Barbare sur Netflix, vous aviez un peu le contexte de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, la bataille de Teutobourg, tout ça. Moi je vous laisserai regarder la première saison de Barbare, c'est vraiment pas mal. Nous, le récit s'inscrit véritablement dans le 6e siècle après Jésus-Christ. J'en reviens à Solveig, donc on lui envoie la prêtresse, hop, elle fait des rituels, et hop, ça y est, la gamine elle repète un plomb, et puis donc elle bolosse la sorcière, et puis elle sort, puis il y a le guerrier là qui gardait l'espèce de caravane de la sorcière qui se fait démonter, et puis il y a les parents de Solveig qui arrivent, et puis le guerrier il lui met une gifle en lui disant tais-toi fraude et tout ça, il dit aux parents, en gros votre fille, Odin lui a pas fait un cadeau, hein, parce qu'elle a des transes de berserk, de mordeur de bouclier, et donc elle a traîné cette malédiction toute sa vie. C'est une frénésie incontrôlable. Le berserk, si vous avez déjà joué à des jeux d'heroic fantasy, ou si vous êtes intéressé à la mythologie germano-scandinave, vous avez déjà une idée de ce que ça peut être. Donc voilà, et on va essayer d'interpréter ces visions. Et ces visions, ça tombe bien, parce qu'on a un hiver qui commence à durer, un hiver qui devient rigoureux. C'est quoi la quête? Pourquoi est-ce que tout le monde croit à ces visions? Finalement, une réponse est apportée par le skald moineau. Un skald, c'est celui qui chantait les grandes sagas, qui chantait les poèmes célèbres, les gestes célèbres, ou ce qu'on appellerait des gestes. Donc des histoires de personnages célèbres, soit qui ont existé, soit des histoires mythologiques. Et donc, dans une espèce de boutade, il fait dire à Mimir, donc le géant qui est devant la fontaine de la connaissance, devant laquelle Odin a dû sacrifier un œil pour avoir la connaissance, Odin lui répond comment faire pour éviter le grand hiver, comment faire pour implicitement empêcher le Ragnarok, et comment faire pour éviter de me faire manger. Parce que si vous ne le savez pas, dans le Ragnarok, Odin se fait dévorer par Fenrir, ou Fenris, selon comme on dit. Et donc Mimir lui répond, avec une petite boutade, en lui disant très sérieusement, et qui ne manquait pas d'humour, par la bouche du Skald, il lui dit « Il te faut ouvrir les deux yeux. » Manque de peau. Il n'y en a qu'un seul, et l'autre, il l'a sacrifié ou il l'a perdu. Et donc toute la quête de Solveig, on va comprendre, à partir du premier tiers du récit, que sa quête, ça va être de retrouver l'œil d'Odin. D'où le titre éponyme, l'œil d'Odin. Il faut qu'elle retrouve le deuxième œil, pour éviter l'hiver éternel, pour éviter le Ragnarok, pour éviter tout ça. Et elle va vivre énormément de choses très traumatisantes, et elle va être blessée plusieurs fois, elle va être kidnappée, être confrontée à des champs de bataille pour une petite fille, qui doit être une préado, qui doit avoir, je sais pas, jugé entre 10 et 13 ans, pas plus que ça. Et c'est très traumatisant parce qu'il y a des choses, nous c'est ce qu'on penserait très traumatisant. Après dans le récit, c'est autre chose, c'est une autre époque, il ne faut pas juger avec le regard actuel, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, sa quête c'est ça. Et donc il y a un truc qui est intéressant à se dire, c'est parce que tout est entremêlé entre la réalité et le mythe, puis on est dans un comics, on n'est pas dans un livre d'histoire. Et tout ce qu'on va se demander c'est, zut, quand est-ce qu'elle est encore en vie, et puis quand est-ce qu'elle meurt, et si elle meurt, déjà, c'est les questions qu'on peut se poser. Et c'est ce qui est bien dans ce récit, c'est que c'est un récit interactif, en tout cas moi je vois comme ça, parce qu'il y a une part sans inciter dans les spoils. Vous allez avoir un moment où vous vous dites quand est-ce qu'elle est dans le monde réel et quand est-ce qu'elle est dans les autres mondes, sachant que pour les Scandinaves, la mort n'était pas la fin, on continuait sur sa vie. Si vous voyez les guerriers au niveau de la halle des guerriers, quand les guerriers mouraient, les plus dignes étaient emportés par les Valkyries pour aller dans la grande halle d'Oda en prévision du Ragnarok pour se battre contre les armées de Loki et autres. Donc la mort n'est pas la fin. Et à ce moment-là, on peut se demander dans le récit, mais quand est-ce que Solveig et ses compagnons meurent et quand est-ce que commence véritablement le mythe, ce qui se passe après la mort? Et ça, c'est très très intéressant. Et c'est une réponse qui appartient à chaque lecteur, parce que chaque lecteur aura une vision différente de cette histoire. Et c'est ça la force du récit. C'est pas tant son histoire, c'est comment l'histoire est menée. Et ça, c'est vraiment impressionnant.
à tel point que quand vous allez arriver à la fin du récit, vous allez vous dire mais pourquoi il y a marqué fin? Pourquoi il y a marqué fin? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin nous appartient à chacun. C'est à nous de nous dire quand s'arrête le récit et imaginer peut-être sa suite. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est, comment dire, une des meilleures découvertes indé de ce début 2024. Après il y en a eu d'autres, hein. Mais à mon sens, déjà ça a changé l'attrait de la nouveauté. Ce qui est dit Bliss, Bad ID, ça c'est un récit qui était sorti en 2021, donc il y a 3 ans bien sonné, et c'était très intéressant. Et moi je tarde de voir ce que ça va donner avec Pirate Queen, qui va bientôt sortir, qui sera le deuxième tome Bad ID à sortir chez Bliss, qui est d'ores et déjà sorti là, à l'heure où j'en parle, et je me le suis pas encore procuré. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que on va passer à une partie un peu spoil, donc zapper, aller directement à la fin, pour qu'on puisse parler du reste. Donc déjà, je vais vous donner mon avis, et après je vais vous poser une question. Donc mon avis, moi donc comme je disais, j'ai été étonné par la forme et par le fond qui était proposé par Bliss, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et je trouvais que c'était une bonne idée, ça a été un vrai risque, je pense, pour Bliss et pour Florent Degletine d'éditer ce genre de récit, et je trouve que la manière dont ça a été fait, c'est très beau, c'est une belle entrée en matière chez Bad ID, j'ai vraiment apprécié, et je connaissais pas du tout Bad ID, hein, très franchement, et quand je vois la qualité des récits du renouveau Valiant dans les années 2012 à 2015, avec des fois des scénaristes qui ont participé, ou des dessinateurs, ou des coloristes, et je me dis, allez, banco, pourquoi pas, et ça a bénéficié d'une vraie hype sur les réseaux sociaux, des gens qui s'intéressent à la BD ou aux comics. Moi, ce que j'ai apprécié, et vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit, c'est l'interactivité de l'histoire. Le dessin, j'ai adoré. Après, j'ai pas été très surpris par le trait de Giorello, parce que j'avais déjà lu King Conan Colossal, et d'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo sur King Conan Colossal, c'est dans la description juste en dessous, hein, si vous voulez passer. Thomas Giorello est un super dessinateur, j'ai adoré son trait et tout ça, et d'ailleurs c'est véritablement un plus, je pense qu'on aurait eu du mal à accrocher à cette histoire sans avoir un dessin aussi particulier que celui de Thomas Giorello. Après Joshua Dysart n'en démérite pas moins, hein. C'est lui qui amène le scénario, c'est lui qui amène la trame de l'histoire, c'est l'histoire de la manière dont elle est amenée, plus que le scénario, qui est intéressante. Et c'est cette question implicite finalement au lecteur qui dit alors pour toi c'est la fin, c'est pas la fin, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là que je vais vous poser la question. Vous, plusieurs questions même. À votre avis, est-ce que Solveig est morte? Si vous pensez que non, non. Et qu'est-ce que vous pensez de la suite du récit? Sinon, dites-moi à quel moment vous pensez qu'elle est morte? Et à quel moment commence véritablement le récit mythologique? Moi pour ma part, je pense qu'elle est morte sur les montagnes, après s'être échappée de la troupe de pas de cannibales, mais des adorateurs de la lune et du cerf. Donc soit elle est morte en s'enfuyant, soit elle est morte peu après de faim et de froid avec Gavgou, et qu'après elle a fantasmé dans un délire avant de mourir, continuer son périple, par la suite avec la Valkyrie et le reste, plus Velleda et son garde du corps. Moi je pense qu'elle est morte à partir de ce moment-là, juste avant de croiser les gens de glace qui font leurs affaires, hein. D'ailleurs quand je vous dis les gens de glace, et pourquoi je dis ça? C'est parce que des créatures fantastiques ou d'autres choses on en voit, mais là dans le récit c'est concentré finalement, parce qu'on voit la chasse sauvage, on voit le drakkar sorti du sac d'un nain, on voit énormément de choses du bestiaire germano-scandinave, et voilà. D'ailleurs vous vous posez peut-être la question de pourquoi je vous dis que c'est germano-scandinave, parce qu'en gros, je pense que la majorité des gens qui l'ont lu pensent que ça se passe dans les pays scandinaves, or il n'en est rien. Vous savez pourquoi? Petite information après, si ça vous intéresse ou pas. On parle des Bructères. Bructères, c'est une tribu germanique du sud qui était installée donc en Germanie, la pseudo-Allemagne actuelle, hein, à quelques frontières près. Donc ça se passe en Germanie, ça se passe en Europe. C'est un récit qui est véritablement inscrit en Europe entre le 6e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Avec toujours des réminiscences paganistes qui restent, parce que finalement si on y réfléchit, c'est Charlemagne qui va imposer la chrétienté, sauf que ça sera 2 siècles après. 2 siècles après, donc là pour le moment on est encore en plein paganisme, avec énormément de choses. D'ailleurs, moi je vous conseille, finalement si vous voulez creuser un peu plus, donc les différentes sagas, surtout pour la mythologie scandinave, c'est l'Edda. Moi je vous conseillerais de lire l'Edda, après la geste de Ragnar Lodbrok, et surtout
Les ouvrages universitaires qu'on a pu avoir de Georges Dumézil et autres, lisez-les, parce que après, ces derniers, ils sont, comment dire, écrits par des universitaires, donc il faut vraiment s'y plonger dedans, il faut vraiment être passionné, et sinon vous avez d'autres récits qui sont très très bien. Et on va dire qu'en France, on a la chance d'avoir des gens qui ont véritablement décrypté cette mythologie, cette histoire. Et donc, je reviens à ce point-là, finalement, l'œil de daim, ça se passe en Allemagne, en Europe, à côté de chez nous. Voilà. Et j'attends aussi votre réponse pour les commentaires par rapport à la mort de Solveig et à la poursuite de sa quête dans les commentaires. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous présenter ce comics véritablement atypique. On se retrouvera bientôt pour Pirate Queen, un petit décryptage, voilà, si vous en avez envie. Je vous ai pas oublié, donc j'avais fait sur l'onglet communauté, j'avais demandé qui voulait entre Berserker et l'œil de daim, donc c'est l'œil de daim quand j'avais regardé et quand j'ai commencé à préparer la vidéo qui avait remporté les suffrages, mais pas de jaloux, parce que Berserker ça sera la fin de la semaine prochaine, donc là j'ai m'y plongé véritablement. Solsta et surtout Swalten Smilish, si tu passes par là, je veux bien un coup de main pour décrypter Berserker. En tout cas voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis à bientôt sur la chaîne. Ciao.